Monsieur Guizego, est-ce que vous m'entendez? Ouais, Si vous m'entendez, oui, voilà, vous m'entendez très bien. Je viens de vous envoyer, oui, je viens d'accord. de vous envoyer la caméra. Alors, vous allez cliquer sur accepter et ensuite enregistrer. Voilà, super, magnifique. Voilà, ouais, C'est bien super, fait, on hein? vous voit parfaitement. Bien fait. Alors, Monsieur Guizego, bienvenue sur le panel du groupe Floris TV. Merci, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Alors, je vais faire rapidement, hein, je vais planter rapidement le décor. Notre émission du dimanche porte sur un échange avec vous, une sorte de cocktail questions-réponses. L'objectif est de pouvoir sortir avec l'édification autour de l'actualité politique et puis aussi l'actualité hein, de ce procès de votre, on va dire, je ne vais pas dire votre collègue, mais ce qui a créé des remous dans l'actualité pendant une longue période et vous avez risqué de votre vie parce que vous étiez à la recherche de l'information pour couvrir ce crime crapuleux commis sur la personne de Martinez Zogo. Et hier, il y a encore de cela 2 jours ou 3, il y avait, je crois, un procès et les résultats d'un médecin légiste qui donnait des détails qui font froid dans le dos. Donc, entre autres, Absolument. nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de tout ça. Et voilà, donc notre émission porte sur à peu près 2 heures de temps, avec une petite pause après 1 heure. Moi, c'est Yann, je vais présenter l'émission accompagné de Tiaka. Et après les 1 heure, il y aura potentiellement d'autres Camerounais de la diaspora qui vont monter pour vous poser des questions, histoire de, voilà, de vous toucher, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des leaders Oui. d'opinion qui viennent dans notre communauté échanger avec nous. Donc, je ne sais pas si ça vous va. Est-ce que le principe vous va? Oui, ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. D'accord, super. Bon, bah, alors, Tiaka, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça? Bonsoir, Monsieur Zogo. Bonsoir, madame. Oui, voilà, donc on est vraiment ravis de vous recevoir. Bienvenue encore. Vous êtes un invité de marque, donc du coup, voilà, on est vraiment ravis de vous recevoir. Moi, je voulais profiter de cet instant pour demander aux personnes qui sont présentes sur le panel ce soir de tapoter massivement pour sécuriser le live, s'il vous plaît, de nous envoyer des cœurs vraiment en masse et puis surtout abonnez-vous aux comptes qui sont, voilà, pour les personnes qui sont présentes sur le panel, abonnez-vous massivement. Merci Tiaka. Alors, je vais inviter tout le monde à tapoter massivement, s'il vous Tout à plaît. fait. Tapoter pour protéger le live, parce que si vous ne tapotez pas massivement, on aura beaucoup de difficultés à terminer l'échange avec notre illustre invité. Bah, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous poser une question, Monsieur Guizoglo. Est-ce que pour vous aujourd'hui, on peut dire que le Cameroun, sur le plan de la liberté d'expression et des presses, le Cameroun est un pays de droit? Alors, il faut faire extrêmement attention parce que il y a un peu comme une volonté de démontrer que le Cameroun est un état de droit. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire comprendre aux partenaires internationaux du Cameroun. C'est ce qu'on veut faire comprendre aux organisations de défense des droits de l'homme. C'est ce qu'on veut faire comprendre, en tout cas, à tous ceux qui échangent ou qui regardent le Cameroun d'un peu loin. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Ben, écoutez, la notion d'état de droit d'abord renvoie principalement à ce que l'État s'applique à lui-même les décisions qui sont rendues par les juridictions. Ça, c'est d'abord la première acception de cette formule de l'état de droit. Mais également aujourd'hui, comme on l'entend généralement, l'état de droit, c'est le fait de respecter un certain nombre de règles, c'est de respecter les droits de l'homme, c'est de s'assurer que les élections soient démocratiques, qu'elles soient justes et équitables. Ben, je vous dirais que pour nous qui sommes à l'intérieur, on n'en a pas la certitude. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous avez par exemple un secteur comme
les partis politiques, il y en a au moins 300 au Cameroun actuellement. Mais vous comprenez qu'on arrive à ce qu'on appelle la banalisation. On travaille une banalisation de l'espace politique où vous avez des acteurs politiques qui n'ont d'acteurs politiques que le nom. Le même phénomène s'observe aussi lorsque vous prenez la presse. La presse au Cameroun aujourd'hui, vous avez plus de 100 télévisions, vous avez autant de radios et peut-être 200 à 300 journaux qui paraissent, et même encore la presse en ligne. Donc, mais ça vous donne le sentiment que nous sommes effectivement dans un système où les droits, les règles sont respectées, mais cela à la limite ressemble parfois à la poudre de perlimpinpin, où on donne l'impression que c'est cela, mais en réalité, regardez la presse. Ok, j'ai l'impression il faut tapoter les amis, j'ai l'impression que notre live est attaqué. Combien de médias se suffisent aujourd'hui, peuvent espérer fonctionner normalement, ce qui fait que les journaux en difficulté. C'est bon, hein? C'est bon, vous pouvez continuer. Oui. Nous vous suivons. De faire un certain nombre de recourir à des pratiques qui ne sont pas tout à fait justes. Donc, globalement, l'état de droit, on en a encore loin. En réalité, on en a encore très loin. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on est dans un état de droit au Cameroun. Ok, merci pour la réponse. Hein. L'illustration, c'était effectivement les candidatures à l'élection présidentielle. Ce qu'on a vu ne nous a pas conforté. On a écarté un candidat, Maurice Kamto, au prétexte qu'il n'avait pas d'élu. Bon, c'est ce que dit la loi, oui, mais il a recouru à une autre formation politique qui, logiquement, cela lui permettait de pouvoir... Oui. Est-ce que vous m'entendez? De ce point de vue-là, la notion d'état de droit reste très ambiguë et très floue au Cameroun. On ne peut pas dire que nous soyons aujourd'hui dans un état de droit. La situation est très perfectible, on peut faire mieux. On peut faire mieux, et c'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas fait mieux après peut-être 50 ans d'indépendance, plus de 50 ans, 60 ans aujourd'hui, qu'on n'ait pas pu faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Ok, je ne sais pas. Oui, est-ce que vous m'entendez, monsieur Guizogo? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Moi, je vais rebondir, je vais vous relancer. Hein. Quand vous dites que c'est perfectible, dans perfectible, qu'est-ce que vous mettez concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que aujourd'hui l'image soit assez réalisante, on va dire. Pourquoi en fait, qu'est-ce pour vous, comment amener les choses à changer pour que cet état de droit soit effectif? Mais écoutez, il y a du chemin, il y a du travail. On a quand même eu 30 ans de retour au multipartisme. Depuis le retour au multipartisme, on a eu 30 ans, on aurait pu y travailler. Donc il s'agit de partir, à mon sens, de la vieille école, c'est-à-dire que de l'école du parti unique, qui a beaucoup travaillé le Cameroun. Et il faut savoir que le parti unique a énormément travaillé le Cameroun. Parti unique instauré en 1966, qui a couru de 1966 à 1990. Donc, ça a beaucoup structuré les mentalités camerounaises. Et vous avez donc une série de fonctionnaires, parce que l'appareil d'État, pour bien comprendre la question de l'État de droit, il faut analyser comment est-ce que fonctionne l'appareil d'État et comment fonctionne finalement un système, parce qu'il s'agit d'un système. Et donc, ce système est en place depuis les années 60, avec le parti unique. Il s'est prolongé après 1990, parce que la césure, vous voulez, la rupture qu'il y a eu en 90 avec l'introduction du multipartisme, très rapidement, on a vu que les choses ont été reprises en main après les premiers
les premiers coups de semonce des populations qui ont donné à l'opposition déjà en 92 un certain pouvoir, mais qui leur ont donné prise à main à partir de l'élection présidentielle de 92, qui s'est consolidée avec toutes les autres élections présidentielles qu'on a vues, 97, 2004, 2011, 2018 et puis maintenant 2025. Donc, ce qui est là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appareil d'État, le système, s'est consolidé avec une émasculation de la classe politique. On a donc vu, à partir de 92, tout le monde courir faire des alliances avec le pouvoir, d'abord le MDR, ensuite l'UPC et finalement l'UNDP. Donc, tout le monde est resté dans cette logique-là. C'est la question centrale. S'il faut changer, s'il faut qu'on en vienne à l'état de droit, il faut d'abord qu'au cœur du pouvoir, qu'il y ait cette volonté même d'arriver à un état de droit, de faire en sorte que les règles soient acceptées et communes pour tous. Je peux vous dire qu'actuellement au Cameroun, nous vivons des situations extrêmement compliquées. Vous avez sur la question des litiges fonciers, le foncier, il y a des injustices criardes, énormes. Vous voyez des gens qui arrachent un terrain, vous avez beau avoir un titre foncier, mais vous trouvez un matin quelqu'un qui est en train de construire sur votre terrain. Vous ne savez pas très bien qui il est, vous brandissez des papiers qui n'ont rien à voir avec la réalité, parce que lorsque vous allez à la conservation foncière, on démontre bien que ce n'est pas le cas, mais il construit. Et vous avez des décisions de justice qui le consolident dans son action. Vous avez effectivement, si je veux prendre sur le champ politique, ce que le Conseil constitutionnel fait en dernier arbitre, quand le Conseil constitutionnel rejette systématiquement les demandes des forces alternatives, je n'ai pas envie de dire de l'opposition. Alors, on se retrouve dans quoi? On se retrouve dans une situation où c'est la perpétuation des injustices. Et je parle aussi du rôle des magistrats. C'est extrêmement grave. Aujourd'hui, la société camerounaise est en but à la corruption qui gagne au milieu judiciaire. On n'a pas la garantie que les décisions de justice nous amènent à travailler en sorte que le pays soit, que les investisseurs, par exemple, soient en sécurité et que s'ils sont victimes d'abus, que la justice puisse les réparer. Donc, de manière globale, c'est des problèmes extrêmement graves et c'est pour cela qu'un phénomène comme la justice populaire gagne du terrain et a pris beaucoup d'ampleur. Vous avez dernièrement à Bafoussam, il y a un Camerounais qui a été tué pour une histoire de sexe disparu. En réalité, il était simplement venu laisser ses enfants en vacances. Et il s'est retrouvé lynché au marché de Bafoussam. Et cela montre très bien que la fragilité de la société camerounaise, avec des réponses qui sont maintenant des réponses privées face au phénomène de l'injustice. Donc, un Camerounais beaucoup plus enclin maintenant à prendre une machette, aller se faire justice lui-même, plutôt qu'à recourir au commissariat, à la brigade et au procureur, parce qu'il s'est dit finalement, si ce monsieur a plus de moyens que moi, il va payer et rien ne lui arrivera. Je peux vous prendre un exemple. Il y a quelques mois, un gang de kidnappeurs avait notamment kidnappé 2 femmes dans un domicile ici en Kolmesen, à Yaoundé. Kolmesen, c'est un quartier de la capitale. Et ces 2 femmes ont réussi à s'échapper, dont une qui a sauté, je crois, du 6e étage de cet immeuble et qui s'est retrouvée avec des jambes brisées. Alors, ce gang de kidnappeurs a été arrêté. Mais sauf que 6 mois après, peut-être un peu moins de 6 mois après, on a retrouvé les mêmes kidnappeurs encore en train de faire exactement la même chose. Ça veut dire qu'ils avaient été libérés par les magistrats. Et vous voyez donc les conséquences pour la société. C'est aussi le cas, pareillement, pour le phénomène de drogue actuellement. Le phénomène de drogue. C'est incroyable. Ça prend de l'ampleur. Lorsque la gendarmerie ou la police arrête des trafiquants de drogue, mais je peux vous dire que ils reviennent très rapidement devant la scène. Ils passent parfois quelques semaines seulement à Côte d'Aiguille et ils sont
remis en liberté comme Bengué ou Noubel. Ils ont beaucoup d'argent. Bon, nous nous trouvons dans une situation extrêmement compliquée de laquelle on ne s'en sort pas facilement. Donc, c'est pour cela qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il faut que cet état de droit-là, à partir du politique, puisse être construit, qu'on puisse le remettre en place. Donc, la direction est donnée par le leadership politique. C'est le leadership politique qui doit nous dire, vous savez, il suffit d'un mois ou deux pour éradiquer un certain nombre de choses. Si on a tous les commissaires centraux de nos villes, Yaoundé et Douala, pour prendre les deux principales, bon, Yaoundé et Douala, Bafoussam, Garoua, et Baminda et Boyaro, on fait une réunion, on vous dit, monsieur les commissaires, dès demain matin, nous ne voulons pas voir un policier prendre de l'argent en route. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Ce n'est pas sorcier. Donc, il faudrait que nous puissions le faire, mais c'est à partir du leadership politique. Et je doute très clairement que le leadership politique aujourd'hui puisse nous amener à faire quelque chose. Je voudrais vous prendre un exemple encore. Vous voyez, dans l'entourage du chef de l'État, il y a un enrichissement illicite et non des collaborateurs du chef de l'État. On peut se demander d'ailleurs si le chef de l'État lui-même ne s'en rend pas compte. Lorsque vous avez des collaborateurs des hauts commis de l'État qui sont dans les stations-service, c'est-à-dire dans le pétrole, qui sont dans les restaurants, qui sont propriétaires des restaurants, qui sont, je ne sais pas moi, dans des affaires du foncier. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir. Les fonctionnaires ne peuvent pas mener un certain type d'activité. Aujourd'hui, vous avez plein de fonctionnaires, des commissaires de police, des lieutenants qui ont des taxes. Alors, à quoi ça nous mène? À rien du tout. Si vous êtes fonctionnaire, il y a un certain type d'activité qu'on ne pouvait pas mener. Vous pouvez tout au plus faire un peu d'agriculture. Vous pouvez faire de l'agriculture. Ça se faisait déjà sous idiot. Mais aujourd'hui, c'est terrible parce que tout vole en éclat. Ce qu'ils veulent, vous voyez des fonctionnaires qui sont bailleurs, ils se retrouvent dans les actifs. Ils sont propriétaires, je ne sais pas moi, de cars de transport. Et, alors, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Guizogo? Voilà. Moi, je voudrais voilà, avant de passer la parole à Tiaka, j'ai une dernière question. Vous avez parlé d'émasculation. Aujourd'hui, on se rend compte que les médias également, au Cameroun, médias écrits, radio, télé également, subiraient. Est-ce qu'on peut dire que cette émasculation également au sein des médias est permanente? Parce que nous, en diaspora, nous avons du mal à avoir la bonne information. Il y a des personnes comme vous, par exemple, qui prenez souvent, au risque de vos vies, le courage de couvrir des événements comme ceux de l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo. Est-ce que cette émasculation-là également ne gangrène pas le monde médiatique auquel vous appartenez? Oui, bien sûr. Je crois que c'est même à la limite une vérité de la police. Bon, aujourd'hui, les médias au Cameroun, il faut avoir beaucoup de courage pour y être, pour y travailler. C'est presque pour dire comme au quartier, tout est à terre. Il y a quelques médias qui tiennent encore la route, mais ce n'est pas évident. D'abord, il y a une entreprise de paupérisation de la presse au Cameroun. Vous vous rendez compte que l'aide publique à la presse n'atteint même pas 200 millions au Cameroun? Alors, nous allons où? Lorsque nous avons une presse qui n'a même pas de moyens de fonctionner, avec aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont arrivés, la concurrence est très rude, avec par exemple la presse écrite qui est en train de mourir. Mais il faudrait que le gouvernement, par exemple, prenne sur lui de mettre plus de moyens, comme on le voit par exemple au Gabon à côté, pour ne prendre qu'un exemple, le cas du Gabon. Donc nous devons mettre les moyens pour que la presse soit crédible. Mais il y a un phénomène de paupérisation de la presse. Ce qu'il y a, c'est que
Et on sait, la CRTV bénéficie de la redevance audiovisuelle, donc des impôts que les Camerounais payent, publics et privés d'ailleurs, parapublics d'ailleurs. Et puis maintenant, l'autre presse qui ne reçoit rien, parce que sur les moins de 200 millions qui restent, il n'y a pas grand-chose. Quand vous voyez à qui on partage cela, c'est visible. Il n'y a pas grand-chose à espérer de ça. Alors, donc, de ce point de vue-là, ce qui se passe, c'est que cette entreprise de paupérisation frappe de plein fouet le rendement des journalistes. Vous avez des journalistes qui sont devenus des francs-tireurs. Lorsqu'on appelle ici, il prend un peu d'argent, et puis il fait comme bon lui semble, comme on lui a dicté de faire. Mais c'est vraiment regrettable. Et quand vous voyez ce phénomène est par exemple accentué sur la question du football aujourd'hui avec la FECAFOOT, tous les journalistes, ou à peu près tous ceux qui y travaillent, sont d'un clan, soit de ce côté, soit de l'autre. Donc, la presse aujourd'hui au Cameroun est pratiquement aux ordres. Elle est pratiquement aux ordres. Il y a très peu de possibilités de voir des gens éclore et dire des choses qui sortent d'un certain conformisme. Ce n'est même pas pareil que ce que faisait par exemple le Pius Ndiaye, Célestin Monga, je parlerai encore de Benjamin Zebazé, qui ont fait la presse à un moment où c'était très difficile, mais qui économiquement avaient un retour. Parce qu'il faudrait bien qu'on se comprenne, il y a aussi la dimension économique, il faut bien que la presse nourrisse son nom. Ça n'a pas été le cas, parce que lorsque dans les années 90, on avait une édition du Messager, des Challenge Hebdo, ou encore beaucoup plus tard la Nouvelle Expression, même lorsqu'on avait interdit pour censure, ça circulait sous le manteau et les gens achetaient. Il y avait de l'argent. Ceux qui produisaient, notamment ces journalistes-là, pouvaient vivre, je ne dirais pas décemment, mais ils avaient quand même la possibilité de vivre. Bonjour, donc je vous parlais de la... lorsque il n'y a plus de journal au Cameroun qui tire 2000 exemplaires en dehors de Cameroun Tribune qui distribue dans les administrations. Mais il n'y a plus de journal qui tire 2000 exemplaires. À quoi sert? À quoi ça sert? Tout le monde, il faut aller dans les réseaux sociaux, il faut se mettre là-bas. Donc, la volonté est naturellement celle du pouvoir d'entretenir, d'avoir une presse qui est faible ou du moins une presse qui est affaiblie. Et c'est cela qui fait que la presse aujourd'hui au Cameroun est très fragilisée et on devrait pouvoir faire mieux. Il y a des ressources, hein. On ne va pas dire que tous les journalistes camerounais ne sont pas de valeur. Non, il y en a de très valeureux. Mais maintenant, les conditions de travail ne sont pas toujours idéales, ne sont pas toujours celles qu'on peut espérer. Donc, une fois encore, il y a d'abord qu'il faut effectivement assainir le milieu. Il y a des entreprises de presse aujourd'hui au Cameroun qui fonctionnent. Je ne me vante pas en parlant d'Equinos Télévision, mais Equinos Télévision est une entreprise qui fonctionne à peu près normalement, avec des salaires qui sont chaque mois, avec une assurance maladie, avec un 13e mois qui est payé à plus de 50%. Voilà. Donc, globalement, ça, ce sont des efforts, ce sont des sacrifices qui sont faits. Mais combien de médias peuvent le faire aujourd'hui au Cameroun? Ça, ce n'est pas évident. Oui, ça c'est vrai ce que vous dites. En tout cas, c'est très enrichissant tout ce que vous détaillez là et tout ce que vous nous apportez comme réponse. Ça nous permet également d'avoir une idée de l'environnement de la presse au Cameroun. D'autant plus que nous aurions appris que voilà, vous prenez beaucoup de risques. Est-ce que vous avez des protections quand vous partez sur le terrain pour couvrir voilà, un événement comme aussi sensible comme l'assassinat de Martinez Zogo? Est-ce que vous avez de la protection? Est-ce que vous êtes protégé? Ah non. Ah non, je ne vous dirai pas que j'ai des protections. Peut-être que si je suis croyant, je me dis oui, peut-être Dieu va m'accompagner. Bon, il n'y a pas de protection. Non, il n'y a pas de protection. Peut-être la seule protection, c'est le peu de crédibilité dont vous jouissez. Et peut-être c'est aussi la protection, parce que je peux vous dire que par le travail qu'on fait aujourd'hui au Cameroun, lorsque je me présente, et généralement les gens me reçoivent,
me donnent l'information, même s'ils me disent il ne faut pas citer mon nom, oui, c'est la règle, on protège les sources. Donc, pour le travail qui est fait, on arrive à rentrer, à faire des choses, même s'il y a de l'hostilité. Vous savez, dans le procès Martinez-Ogodon, dans l'affaire Martinez-Ogodon, vous parlez, oui, des gens auraient pu me faire la peau, notamment ceux du camp de Amourboulou, ils auraient pu me faire la peau, il y en avait qui ne m'adressaient pas la parole, qui ont recommencé à me l'adresser il n'y a pas très longtemps, donc qui estimaient que j'étais un ennemi pour eux. Mais en réalité, la question était que au Cameroun, comme on a l'habitude d'enterrer très rapidement les affaires, on les enterre. Si on en parle un jour, 2 jours, et que l'affaire est passée, ça arrange tout le monde. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Même lorsqu'on y a un gros scandale, on en parle 24 heures, 48 heures, et puis on passe à autre chose. Mais comme je suis resté sur l'affaire, j'en ai parlé tous les jours pratiquement, alors j'étais devenu un ennemi pour ces gens-là. Je voudrais faire une parenthèse, parce que si, dans l'affaire Monseigneur Bala également, nous avions fait la même chose, peut-être qu'on aurait eu des résultats différents, parce que je veux vous rappeler que j'ai été le premier journaliste à arriver sur le pont des Berda, le pont sur la Sanaga, après l'annonce de la disparition de Monseigneur Bala. Je suis arrivé sur les lieux et j'avais trouvé la police judiciaire qui faisait d'ailleurs des relevés, qui faisait des prélèvements. Et je suis allé vers la voiture. La première chose qui m'avait frappé, c'est que le véhicule, Monseigneur Bala n'était pas derrière ce fameux mot « je suis dans l'eau », qui était là en évidence. Mais je ne sais pas si j'ai fait autant de... Je n'ai pas montré autant d'entrain que dans l'affaire Martinez. On aurait pu peut-être faire mieux dès cette période-là. Donc, cela veut dire que si nous travaillons suffisamment, on peut avoir des résultats. Donc, en matière de protection, non, il n'y en a pas. On prend des risques. On prend des risques. Et vous savez, il y a une règle quand vous agissez. Quand vous êtes un homme d'action, si vous êtes dans le feu de l'action, ne vous posez pas trop de questions. Agissez. Si vous vous mettez à vous poser trop de questions, vous serez tétanisé, vous ne ferez plus rien. Vous vous direz, ah, si je vais là-bas, on risque de me tuer. Si je fais ceci, on risque de m'assassiner. Est-ce que dans la soirée, en rentrant, il n'y a pas des gens qui vont m'attendre pour m'assassiner? Ah non, ce genre de pensée, vous ne l'avez pas. Parce que c'est aussi une mission. C'est aussi une mission pour que on essaye d'apporter d'autres pierres à l'édifice pour faire que le pays, que les lignes bougent. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un prendra encore le risque au Cameroun de tuer un journaliste de la manière dont Martinez a été tué. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup que cela arrive encore. Et même un simple citoyen, au-delà des journalistes, parce que nous défendons aussi en réalité la cause de tous les citoyens. Chacun doit être en sécurité, malgré ses opinions. Si vous n'êtes pas d'accord avec les gens, ce n'est pas une raison pour qu'on vous tue. Mais on doit vous permettre de vous exprimer. C'est Voltaire qui disait je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. C'est cela, c'est cette maxime-là qui devrait nous conduire dans tout ce que nous faisons au lieu de recourir à des pratiques barbares comme celles qu'on a vues dans l'affaire Martinez. Merci infiniment pour votre réponse. Et nous avons également une pensée pour Samuel Boazizi et Martinez Zogo, au passage. Tiaka, est-ce que tu as une question? S'il te plaît, tu ouvres ton micro, Tiaka. Pose ta question. Oui, écoutez, moi je tiens à saluer votre courage. Je pense qu'on est tous là sur le panel. On salue votre courage et travail journalistique. Parce que malgré les risques, vous continuez quand même à faire votre travail, vous exercez encore votre métier. Moi, j'avais une question concernant le financement de la caution. On est en pleine campagne présidentielle. On a vu dernièrement passer un article de Jeune Afrique disant Kamogou Belinga, vous en avez parlé tout à l'heure, aurait financé la campagne de Biya à hauteur de 40 millions depuis la prison. Certains appellent d'ailleurs ce monsieur, le Pablo Escobar camerounais. Et je voulais savoir si vous avez creusé cette histoire. Est-ce que, selon vous, c'est du buzz ou s'il y a vraiment du vrai là-dedans, quoi? Merci.
Bon, allez, écoutez, il y a beaucoup d'esbroufs. Bon, bah, oui, il y a beaucoup d'esbroufs. Parce que pour quelqu'un qui est emprisonné et qui prend sur lui de financer la campagne du président à 40 millions, d'ailleurs, je vous dirais que ça ne représente rien. Mais il s'agit plutôt d'un appel du pied pour faire donner bonne impression, notamment au secrétaire général président de la République, pour que des faveurs puissent lui être accordées. C'est ce qu'il faut d'abord voir, parce que 40 millions, certainement que c'est des jeunes qu'il avait lui-même choisi auparavant avec l'un de ses hommes de main qui sont allés donner cet argent, ces 40 millions, et qui l'ont ébruité, qui ont ébruité cette affaire plus tard pour donner l'impression que ils sont dans les bonnes grâces du régime. Mais en réalité, vous savez très bien que depuis que cette affaire Martinez-Zogo a commencé, on nous a annoncé plus d'une fois, peut-être plus d'une centaine de fois qu'Amour Bélinga allait être libéré, mais ça n'a jamais été le cas. Donc, il y a des bonnes raisons pour que la justice ait pensé qu'il fallait le maintenir en prison. Alors, maintenant, pour tout ce que se passe autour, c'est beaucoup, je n'ai pas envie de dire d'agitation, mais c'est beaucoup de manipulation, notamment de l'opinion aussi. Il faut influer sur l'opinion pour que l'opinion pense que en réalité, ces gens sont détenus pour rien, ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, la justice a donné les raisons pour lesquelles ils sont retenus. 40 millions, oui, on a l'habitude venant de communiquer dessus. Mais oui, c'est dans son camp qu'on communique à ce sujet. Donc, allez savoir qu'est-ce qui se passe exactement et si effectivement ces 40 millions-là sont arrivés pour la campagne de Paul Biya, ça, je ne peux pas le certifier à l'heure qu'il est. Et donc, en réalité, il n'y a pas, ce monsieur ne bénéficie pas autant d'entrée à la présidence qu'il voudrait en donner l'impression. Vous savez qu'avec le secrétaire général de la présidence, ce n'est pas forcément le grand amour. Peut-être qu'il a d'autres soutiens de ce côté-là, mais c'est bien le secrétaire général de la présidence qui est à la baguette pour ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo et qui a effectivement permis par son poids pour que la vérité commence à se savoir dans ce dossier du moins, pour que les gens soient interpellés, pour qu'on arrive à un procès. Donc, je considère, je pense, je vous parle je vous le dis sincèrement en étant sur le terrain ici, que c'est beaucoup plus d'esbrouf et de la manipulation, tentative de manipuler l'opinion, de donner l'impression et d'essayer de se racheter, en fait, de s'acheter une conduite, si l'on veut, pour espérer être élargi dans le procès qu'on connaît et qu'on suit tous actuellement. Voilà globalement ce que je peux vous dire à ce sujet. Ok, merci. Tiaka, tu aurais encore une question peut-être? Je ne sais pas si moi je passe la parole à... Oui, tu peux passer la parole et puis si jamais j'ai une autre question, je reviendrai plus tard. Merci, monsieur Zogo. Ah, attendez, j'ai une question. Ouais. Monsieur Zogo, est-ce que vous avez un lien familial avec Martinez-Zogo? Parce que vous avez le même... bon, écoutez, nous sommes du même département. Oui, nous sommes du même département. Alors, nous sommes du même département, le département de la Léquier, dans la région du centre, mais nous sommes aussi, d'une certaine manière, du même clan. Mais nous n'avons pas de relation... nous n'avons pas de relation familiale. Alors, parce qu'il faut savoir que les Zogo, c'est tout un grand clan qu'on appelle... avec un grand aïeux, notre aïeul qui était Zogo Fudangono. Donc c'est lui qui est le grand aïeux des Zogo, de toute la branche des Zogo. Donc nous sommes de ce clan-là, mais je n'ai pas de relation familiale directe avec Martinez Zogo. Non, nous avons le même nom, oui. Maintenant, j'ai entendu des choses où des gens ont dit que voilà, c'était bon nom. Nous sommes du même clan, oui. Mais nous n'avons pas de relation familiale directe, non, pas du tout. Mais c'est un frère. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Il était
Et quand on se rencontrait tout le temps, on parlait, et puis il intervenait aussi, s'il y avait un problème, il intervenait pour que ces choses-là puissent bien se passer. Donc on se connaissait très bien. Voilà. D'accord, merci. Ok, Mash, est-ce que Mash peut poser sa question? Ton micro, Mash. Oui, bonsoir panel, bonsoir Monsieur Zogo. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder votre présence ce soir et de nous édifier avec ce que vous nous expliquez. Mais moi, ma question, c'est, nous avons bien compris que le Cameroun actuellement n'est certainement pas un état de droit et que votre profession en tant que journaliste, c'est vraiment de véhiculer l'information et quelque part vous êtes un peu muselé et c'est difficile pour vous de transmettre les choses correctement, ce qui fait en sorte que le peuple ne peut pas être vraiment au parfum de l'information comme il se doit. Donc ma question est la suivante, pourquoi est-ce que par exemple les groupes de journalistes ou alors je sais pas le syndicat des journalistes à un moment n'essayent pas de voir comment ils peuvent mettre fin à ce système-là. Naturellement, on ne peut pas accepter que ça perdure dans... Vous pouvez reprendre, ça a été coupé un peu? Ah, je disais que pourquoi est-ce que le collège des journalistes ou alors, je sais pas, le syndicat des journalistes ne se mettent pas ensemble pour voir comment on peut stopper ce phénomène-là afin que le peuple puisse avoir des informations correctes et puis que vous exerciez tranquillement votre profession comme il se doit. Oui, mais écoutez, oui, mais la question, oui, il y a des syndicats ici, il y a le SNJC, Syndicat National des Journalistes du Cameroun, mais il y a le CANASEJ aussi, hein, ça c'est beaucoup plus pour nos confrères anglophones qui font des choses, mais je ne suis pas certain que ces syndicats ont d'ailleurs, peuvent avoir un impact considérable sur la gestion de l'information, sur la manière dont les choses doivent se passer. Je voudrais que l'accès à l'information, par exemple, c'est un pilier pour le métier. Il faudrait que lorsque nous voulons informer les Camerounais que les administrations soient disposées à nous donner ces informations-là. Mais ce n'est pas toujours évident. En réalité, les administrations ici priorisent d'abord la CRTV. Je peux même vous dire qu'il y a des événements où on ne nous appelle pas du tout, hein. La presse privée considère que vous n'êtes pas les bienvenus et on abonne, vous ne verrez que la CRTV qui couvrira un certain type d'événements où la presse privée n'est même pas associée. Mais heureusement qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs comprennent que la presse privée relaie même parfois mieux les informations que les médias publics. Donc, c'est ça qui permet, quelquefois, de nous voir sur le même pied d'égalité que ces gens-là. Mais la situation est très, très compliquée. Et c'est pour cela que ce sont des équations personnelles qui permettent d'arriver à donner des informations. Je parlais tantôt de la crédibilité. Quand vous avez travaillé, vous arrivez quand même à avoir des résultats. Le moins est haïssable, mais il faudrait quand même que je vous dise que moi, je suis dans la presse au Cameroun depuis 97. C'est un chemin. Depuis 97, vous pouvez compter. J'ai fait beaucoup la presse écrite avant même de venir à la télévision. C'est beaucoup plus tard que je suis arrivé à la télévision en 2011, 2010. Après avoir fait la presse écrite depuis 97. Donc, vous avez aussi votre carnet d'adresses et vous avez ce que vous avez fait depuis des années qui travaillent pour vous. C'est aussi ça le parcours et c'est ça qui nous permet aujourd'hui que nous ayons dans la presse privée des figures qui peuvent parler avec une certaine autorité. Je parle par exemple de Valentin Siméon Zinga, je parle Richard Touna à l'époque qui est malheureusement décédé, paix à son âme, Aman Mana, je parle aussi naturellement de Séverin Tchunke, je parle quelques figures comme celle-là, Benjamin Zebazé qui a pris un peu du recul,
Mais il y a là quelques personnes qui ont travaillé depuis des années et qui bénéficient donc de cette crédibilité-là. Donc, c'est un chemin aujourd'hui vers lequel il faut aller. Mais le contexte économique est aussi très difficile pour les journalistes, comme je l'ai dit, et on puisse donner des informations. Mais de toutes les manières, il faut comprendre que c'est une bataille et rien n'est donné. Les journalistes doivent travailler à arracher ces informations-là, à les avoir d'une manière ou d'une autre pour donner la bonne information aux Camerounais. Quand vous travaillez, si les gens vous font confiance, si les gens voient le rendu que vous donnez, ils seront enclins aujourd'hui à vous donner ces informations-là. Alors, l'affaire Martinez-Zogo que je couvre, là-dessus, j'ai pu bénéficier de ce crédit-là. Lorsqu'il y a d'autres affaires, quand je viens, on me donne des informations. Même, je vous dirais que même les officiers de l'armée, ils m'en donnent, les officiers de police judiciaire. Ils me disent, voilà, moi je viens, je demande l'audience. Même les procureurs, les magistrats, je demande l'audience. Ils me reçoivent. L'affaire Saint-Désir à Tango, par exemple. Oui, je suis allé demander des informations. Bon, les magistrats me reçoivent. Ils me disent, voilà comment le dossier va être fait, on va faire le tour, nous faisons que les résultats merveille là actuellement, où on attend les résultats de dire aux Camerounais à quel moment est-ce que il était chez le procureur, il est retourné ici, voir, et il va retourner encore devant le procureur une fois que les résultats de l'autopsie auront été mis à disposition par le médecin légiste dans le cas effectivement de cette merveille-là. Donc, c'est une équation, c'est une équation très complexe aussi, mais il faut travailler. Vous savez, on travaille pour le pays. Ça peut être dur, mais il faut travailler pour le pays. Il faut avoir la foi que le pays va aller mieux, parce que nous ne pouvons pas être dans la fatalité en nous disant que nous ne pouvons pas faire nous ici ce qui s'est fait ailleurs. Et pour cela, il faut que quelquefois quelques personnes se sacrifient pour que après, derrière, le meilleur arrive. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Merci infiniment pour votre réponse. Coach Félix? Monsieur Guizogo, c'est Félix Dachwa, le fils de Casimir Dachwa Soupa, ancien journaliste, qui est d'ailleurs encadré Séverin Tchonko. Vous avez connu Casimir Dachwa, qui est d'ailleurs faisait également les chroniques judiciaires, peut-être. Bien sûr, vous connaissez votre père. Oui, bien sûr. On a lu les chroniques de votre père. Elles font partie il fait partie de ceux qui nous ont aussi mis le pied à l'étrier. Puisque moi, j'étais encore plus jeune, je lisais bien ces chroniques, Casimir Dachwa Soupa, bien sûr, qui est une figure très connue et qui est... Voilà. De ceux qui ont créé la CIA TV, donc je comprends le travail que vous faites sur le terrain. Il insistait beaucoup sur le professionnalisme, sur la rigueur et sur certains éléments importants. Je voulais revenir sur les documents signés par le magistrat Sikati concernant l'affaire Martinez-Zogo. Oui. Est-ce que de votre analyse, ces documents qui tendaient à donner la liberté provisoire à monsieur Amougou Belinga, est-ce que vous avez creusé davantage sur cette documentation? Est-ce que finalement les documents publiés étaient des vrais ou des faux, ou alors des vrais faux, ou alors des vrais qu'on a décidé de déclarer faux? Ah oui, mais je crois que la dernière option est la bonne, c'est-à-dire que les vrais qu'on a décidé de déclarer faux. Ce qui est sur l'ordonnance de M. Sikati était vrai. Donc, elle a été prise. Bon, maintenant, elle a été prise, mais le reproche qui lui a été fait, c'est que dans un dossier aussi délicat, il n'aurait pas pu prendre sur lui de remettre en liberté, disons, les principaux accusés. Alors, il semble bien, d'après mes informations, que même au ministère de la Défense, on l'avait mis en garde contre toute option qui irait dans ce sens-là,
peut-être que il a estimé qu'étant juge, oui, quand vous êtes juge, oui, vous avez le pouvoir de décider que tel n'a rien à voir dans cette affaire et de l'élargir. Mais cela, dans une affaire aussi sensible, cela en réalité réduisait à néant cette affaire si on était resté simplement avec ces personnes en élargissant les deux autres. Parce que si nous suivons, comme nous suivons l'affaire, le principal accusé, les deux premiers, en tout cas, Amour Belinga et Eko, pour Amour Belinga, on retient quand même deux dates essentielles qui permettent au procureur de le garder. Donc, il y a que le 16, la veille de l'enlèvement de Martinez Zogo, il avait été, le nom qu'on est dans où est venu le voir à son bureau. Là, nous avons les images du bureau de M. Amour Belinga. Le nom qu'on est juste dans où est venu le voir le 16 janvier 2023. Et il est revenu le voir le 18 janvier, c'est-à-dire le lendemain de l'enlèvement et vraisemblablement de l'assassinat de Martinez Zogo. Donc la veille, ensuite le lendemain de sa disparition. Et donc ces deux éléments ont permis au procureur de dire là, je vous garde. Il faudrait que vous me disiez ce que vous étiez en train de vous dire dans ces deux dates-là. Pourquoi seulement ces deux dates? Pourquoi après vous vous êtes plus vu? Pourquoi vous n'êtes pas vu plus tôt avant? Donc, je crois que la délicatesse de l'affaire était telle que le juge Chikati a pris des libertés qu'il aurait peut-être dû éviter de prendre en se montrant prudent. Rien ne l'empêchait par exemple d'envoyer tout le monde devant aux assises, en disant chacun va se défendre là-bas et puis on verra. Si vous dites vrai, ce sera d'autant que le procès est public, maintenant on peut bien savoir qui a fait quoi. Est-ce que vous m'accusez, je n'étais pas là, je n'ai pas fait ça. Donc, il a pour un dossier aussi risqué, parce que je peux vous dire que j'ai parlé avec les forces de sécurité, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur au moment où cette décision a été rendue. Parce qu'il aurait pu, il aurait pu avoir des marches. Il aurait pu avoir des marches, et vous savez que c'est tout ce que le régime déteste ici. Surtout que les taximans s'organisaient. Hein. Je vous laisse peut-être un scoop, mais vous le saviez. Les taximans qui suivaient Martinez Zogo régulièrement s'étaient organisés à lancer un mot d'ordre de grève et fragiliser le pays. Bon, voilà. Une autre question comme ça qui m'a revenu. Quand il y a eu le mot d'ordre de grève, c'est parti. Voilà. Une autre question concernant le Conseil constitutionnel, monsieur Zogo, monsieur Guy Zogo, on nous a donné l'information, la couverture médiatique devait être libre et publique. Comment se fait-il que Equinox n'ait finalement plus à la dernière minute pu retransmettre en direct ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel? Y a-t-il eu des menaces? Vous étiez au Conseil constitutionnel mais vous n'avez pas pu diffuser et c'était compliqué. On nous parle de certaines restrictions, des menaces, des censures et beaucoup d'autres choses qui se sont peut-être faites. Où se trouve la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, monsieur Guy Zogo? Ben oui, c'était effectivement très encadré, très encadré, parce qu'à un moment donné, vous avez vu voir le direct sur Equinox Télévision, mais qui a été aussitôt arrêté, parce que moi je me trouvais dans la salle d'audience, et à un moment donné, on m'annonce que le préfet me cherche. Que les amis tapotons fort. On me dit le préfet me cherche. Je dis mais le préfet me cherche. Je me vois très bien, le préfet me cherche pourquoi? Et je me lève. Et on me dit le préfet te cherche. Je me dis ah bon, je me cherche pourquoi le préfet? Et je ne sais pas que j'ai un rendez-vous avec le préfet. On me dit il est devant la porte là. Bon, je me lève, je sors, je trouve le préfet. Il me dit mais vous êtes en train de faire le direct? Oh, je lui dis, ben, non, moi, je ne suis pas au courant que nous faisons en direct.
En fait, on avait repris le signal de Naja TV. Et donc, il me dit non, il faut vraiment... Il prend mon téléphone. On me dit, bon voilà, le téléphone, montrez-nous votre téléphone. Je montre mon téléphone, il n'y a pas de direct dessus. Bon. Et puis il me dit, lui, il me montre plutôt son... Voilà, il me montre plutôt son téléphone où je vois le direct. Non. Alors, je vous dis, mais moi, je n'en sais rien en ce moment-ci. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, monsieur le préfet. Et donc, et puis après, quelques minutes après, on va donc faire sortir Manu Militari de la salle, celui qui fait, le technicien qui fait le direct pour Naja TV, la télévision de Jean-Bruno Tagny. Donc, c'est ce relais-là que nous avions pris leur signal pour diffuser chez nous. Parce que c'est vrai que il nous avait dit, le ministre Atanga il y avait des centaines qui n'auraient pas de direct. Parce que nous, on avait tout notre matériel pour faire le direct. Parce que nous avons la possibilité de faire le direct à partir de notre dispositif. Nous l'avons. Donc, mais il nous avait clairement interdit de ne pas faire le direct. Et c'était cela qui... On n'a fait que des comptes rendus. C'est-à-dire qu'à la fin, faire la situation. Et c'était vraiment dommage parce que le direct aurait permis aux Camerounais de suivre, on peut dire, lorsque le cabinet civil qui est assis et qui regarde ses membres du conseil, vous comprenez que c'est une manière peut-être de leur dire ne vous amusez pas. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, on peut trancher les têtes. Donc, c'est des images comme cela auraient pu être encore beaucoup plus saisissantes si nous étions effectivement dans un direct qui permettait aux Camerounais de voir des visus et in situ là, ce moment-là, ce qui se passait. Voilà. Ben, écoutez, vous avez utilisé une expression que le préfet aurait utilisée à votre endroit, comme quoi, sinon on coupe les têtes, je sais pas, j'ai pas bien suivi ça, vous pouvez répéter? Effectivement, le live est un peu bugué à ce moment-là. Est-ce que monsieur vous avez entendu? Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que je disais qu'il y avait dans la salle, où il y avait le directeur du cabinet civil qui était là, qui est le mandataire du président. Vous avez le directeur du cabinet civil qui est assis à quelques 5 mètres, peut-être moins de 10 mètres des membres du conseil, hein, à une dizaine de mètres. Les membres du conseil le voient en évidence. Alors là, il est clair qu'il y a une pression qui est mise. Une manière de vous dire, bah, écoutez, si vous ne faites pas ce que l'on attend, vous pourrez avoir quelques ennuis. Bon, je vais encore être gentil en disant quelques ennuis, parce que vous pouvez en avoir sérieusement. Et donc, c'est un peu cela. Et donc, c'est la pression qui est mise sur les membres du conseil qui ne peuvent rien. Parce que quand vous voyez les décisions qui sont rendues par le conseil, qui ont été rendues par le conseil constitutionnel, on n'a pas, dans le cas de Maurice Kamto, il n'y avait pas de raison que la candidature de Maurice Kamto soit rejetée. Elle offrait toutes les garanties, un parti politique qu'il avait investi. On a fait sortir un magicien du chapeau pour venir mettre tout cela en l'air. Et d'ailleurs, je vous dis qu'il y a jeudi dernier, il y a eu une audience encore au Conseil constitutionnel où un certain Michel Mouchachesi a saisi le Conseil constitutionnel pour dire que la candidature de Kamto a été invalidée sur des fausses bases. Parce que Dieudonné Yanga a produit des documents faux. Alors le Conseil constitutionnel s'est découpé en disant il faut aller au tribunal administratif. Vous voyez? Tout à fait. Et c'est ça. Voilà. Donc, il aurait pu, si c'est sur la base de documents faux, comme nous en avons la certitude, parce que là, il n'y a même pas de débat. Mais alors, pourquoi avoir écarté la candidature de Kamto? Pourquoi? Si c'est sur la base de documents faux. Et le Conseil constitutionnel peut revenir, non? Il dit oui, si c'est au cas on remet la candidature, on la réhabilite. Mais ils sont défaussés à aller au tribunal administratif. Ah là là. Alors le tribunal administratif, combien de temps? Il prendra combien de temps pour le faire? Donc, c'est un peu tout cela, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, les conditions de travail, même pour la presse, ce n'est pas cela, ce n'est pas évident. Quand les enjeux sont déjà grands, vous avez le MINAT qui fait des mises en garde, et puis même le Conseil national de la communication aussi, qui nous dit par exemple ces jours-ci que nous allons devoir arrêter toutes les émissions de débat pour les mettre seulement au format de la campagne électorale. Mais est-ce que c'est eux qui payent
l'électricité à Equinox Télévision? C'est eux qui Justement. payent les salaires. Alors, ils ne payent pas les salaires. Est-ce que si nous enlevons droit de réponse au dimanche, qui est un programme très suivi, pourquoi nous enleverions droit de réponse au dimanche? Bonne Pourquoi? question. Mais c'est pas possible. Donc, c'est autant d'entraves qui font que les Camerounais ne peuvent pas vraiment, on ne peut pas travailler, les journalistes ne peuvent pas travailler normalement. Donc, on en a eu des entraves comme ça au Conseil constitutionnel pendant cette session-là. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je peux vous dire que le journaliste de Naga TV, on l'a fait partir, hein, pour lui dire de ne pas revenir, pour venir suivre l'audience. On l'a fait partir. Donc, vous aurez même pu comme cela vous dire, bon, comme c'est un journaliste, peut-être ça va être trop gros. Parce que tout ce qu'on a pris en bas, à l'entrée du conseil, qui venait suivre un procès qui était public, on les a envoyés au tribunal militaire. Il y a encore quelques-uns. C'est là ma dernière question, justement, Monsieur Guizogo. Est-ce que vous avez suivi ce dossier, les 29? Est-ce que vous avez assisté à des arrestations durant le conseil? Et est-ce que vous avez été témoin de certaines scènes de brutalité, d'arrestation? Et quelle était votre analyse? Qu'en est-il des 29 qui ont été triés au volet et dont on a gardé simplement ceux dont le radical, le nom, avait une certaine consonance tribale? Et où en est-on avec ce dossier? C'était ma dernière question. Ah oui, je n'ai pas assisté directement aux interpellations, mais très vite les informations me sont remontées parce que des gens m'ont écrit même. Moi j'ai reçu des gens m'écrivant étant dans cellule. Il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a eu une jeune dame qui avait pu, je ne sais trop comment elle avait fait. Elle avait gardé son téléphone par devant elle lorsqu'elle a été interpellée. Et elle m'a écrit. Elle m'a écrit pour me dire que voilà, nous sommes à la gendarmerie et voilà, je suis allé personnellement voir le commandant de cette unité de gendarmerie là et je lui ai dit mais il y a des gens qui sont ici, qui sont aux arrêts. Je lui ai dit mais je suis peut-être journaliste mais il n'y a pas, c'est pas forcément quand je fais le papier que je suis utile, je peux aussi venir intervenir directement et c'est ce que j'ai fait pour je suis allé directement sur le terrain. Parce que quand nous sommes au palais de congrès, vous êtes en haut, vous êtes en salle d'audience, il y avait des gens qui voulaient entrer. Donc toutes les entrées étaient barricadées. Tout était barricadé. Et donc, au faciès même déjà, il y avait des gens qu'on repoussait. Et je crois qu'on leur a demandé même parfois de se présenter. Et une fois qu'ils avaient donné le nom, on disait non, vous ne pouvez pas passer. Et il y a donc eu les procès sont publics au Cameroun. Ici même, il y avait eu des partisans de Maurice Kamto qui venaient sur les procès. Mais il y a les forces de l'ordre. On a qu'à les encadrer. Et d'ailleurs, même les audiences dans les tribunaux, le président du tribunal, la collégialité fait déjà la police d'audience. Si quand vous êtes au procès, vous avez tout le temps le président du tribunal qui dit, ben, écoutez, gardez le silence, on n'a pas besoin de réagir quand une décision est prise et autres. Tout le temps, on vit ça dans les procès. Alors, pourquoi avoir empêché ces gens de monter, d'assister au procès et de les arrêter en plus? Donc c'était ça le problème. Donc il y a eu des violences, on a amené ces gens. Donc j'ai suivi ce dossier très bien, d'ailleurs en coordination avec Maître Hippolyte Méli, les avocats du MRC. Et j'ai suivi, et d'ailleurs à un moment donné, je peux vous dire que ça s'est négocié, il y a eu de l'argent qui a été payé même à un moment donné pour libérer des gens. Donc, il n'y avait rien de très clair. Il n'y avait pas de consigne claire pour arrêter ces gens. Non, il n'y en avait pas. Non, maintenant on les a arrêtés. Quelquefois on a pris de l'argent, quelquefois on a violenté des gens, on les a gardés longtemps en cellule et il y en a quelques-uns qu'on a décidé d'envoyer en jugement. Mais je pense que c'est une manière de casser. Si vous avez déjà Bibou Nissak en prison, professeur Fouga en prison, il s'agissait effectivement de casser le MRC par tous les moyens. Et ça, c'est une stratégie qui a été mise en place depuis très longtemps. Depuis après au moins 2018, pour affaiblir aussi le MRC. Vous évoquez les questions en consonance tribale. Oui, bien sûr, et c'est vraiment dommage. Vous savez, on ne peut pas interpeller les gens simplement pour leurs origines. Ça nous renvoie à des scènes qui nous rappellent beaucoup de choses vraiment la Deuxième Guerre mondiale, avec les Juifs qu'on traquait simplement parce qu'ils étaient Juifs. Est-ce qu'on peut traquer
des gens simplement pour leurs origines. Je pense que ce n'est pas possible. C'est dommage. Parce qu'au Cameroun, ce sont des choses qui perdurent. Il faut vous dire qu'en 92, lors de l'élection présidentielle 92, à l'époque, je vivais à Konolinga, j'ai vécu des scènes comme ça où les gens de l'Ouest ont été cassés, pourchassés. Ils ont fait des jours à la préfecture. Je m'étais alors rendu à l'époque même à la préfecture. J'étais encore simplement un élève en classe de première et autres, mais je suis allé à la préfecture à cette époque-là, en 92, après l'élection présidentielle. Mais tout cela n'a pas cessé. Il faudrait que dans notre pays, que l'on sache faire montre d'élévation. Qu'on sache que on ne peut pas pourchasser des gens simplement pour leurs origines. Ce qui est très grave. Merci. Merci beaucoup, monsieur Guy Zogo. Alors, on va prendre une petite pause. Je vais descendre. Oui, merci, Félix. Je remercie le grand frère Guy Zogo. Je vais prendre votre contact après et on aura l'occasion d'échanger. Juste vous rappeler que papa est décédé le 7 décembre, malheureusement. Donc, je pense que monsieur Sébastien Tchonko a été informé. Donc, merci pour vous qui avez pris le relais dans ce domaine. Il a décédé le 7 le 7 décembre. 7 décembre, oui. Dernier 2023. Désolé. Oui, ça je sais, oui. Ok, d'accord. Si, je sais. Je crois qu'il était au courant, oui. Ok. En tout cas, on se reparlera. Merci beaucoup d'avoir pris le relais. C'est vous qui êtes aujourd'hui les porte-flambeaux de ce travail de terrain. Merci à vous et à très bientôt. Merci Floris, coach Félix. Alors, monsieur Guy Zogo, nous allons prendre une petite courte pause pour vous permettre de souffler, de boire peut-être un verre d'eau, un verre de café, une tasse de café peut-être. Donc, on va vous permettre de prendre nuit. Et entre-temps, on a DJ Katika qui peut nous mettre un peu de musique, le temps pour vous de souffler un peu 2-3 minutes, monsieur Guy Zogo. D'accord. DJ Katika, tu peux nous mettre un petit truc là, juste pour quelques minutes? Bien sûr, surtout quand tu le demandes ainsi. Vas-y. DJ Katika, résonance grave. Et toi tu vas, et de voir se lève, et justice règne. Encore l'espoir n'est pas vain. Ils veulent qu'on se taise, qu'on baisse la tête. Jamais. Mais notre histoire s'écrit dans le feu des combats. Nos voix sont des armes et personne ne nous arrêtera. Que justice règne au nom de nos frères, au nom de nos sœurs. Pour l'école, pour le travail, pour nos douleurs. Sur nos rêves, nos amours, nos lendemains. Cameroun debout, ton nature et ton bonheur. Que justice règne. Que justice règne. Que justice règne. Que justice règne. Écoute nos enfants dans la rue, dans les classes. On se bat pour demain, on efface les menaces. Nos cahiers tachés de sueur et de larmes. Chaque pas est une arme, chaque mot une alarme. Ils veulent nos ressources, nos vies d'enfermés. Mais jamais nos cœurs ne seront enchaînés. L'amour d'un pays est plus fort que la peur. On marche ensemble jusqu'à la dernière heure. Pour nos mamans qui fuient la nuit. Pour nos papas qui n'ont jamais fui. Pour nos jeunes en bonne école. Pour nos vies pour prendre le contrôle. Que justice règne. Au nom de nos frères, au nom de nos sœurs.
Merci infiniment, merci pour cette courte pause. C'est le créateur de cette œuvre, Monsieur Guizogo. On en a comme ça au sein de la diaspora. Et je profite de l'occasion pour vous dire que le groupe Floris également vous offre un livre intitulé « Tu dois t'impliquer » dont l'auteur c'est Wilfried Ekanga. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc Floris, voilà, Floris va prendre des dispositions pour que vous nous disiez comment on va vous faire parvenir ce cadeau-là. Ce sera dédicacé à votre nom et voilà, du groupe Floris. Alors, j'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit avant peut-être de passer la parole à Relate. Pour vous aujourd'hui, quand vous regardez, on a comme un sentiment de tension qui monte au Cameroun en ce moment. Et c'est très animé sur la fibre tribale. Est-ce que pour vous aujourd'hui, après les propos de Achille Bembe, Karais Fosso, vous avez l'impression qu'il y a un problème ou qu'il y aurait un problème bamileke entre guillemets? Ah oui, mais effectivement, oui, on ne peut pas esquiver la question, on ne peut pas éluder, du moins cette question-là. On ne peut pas éluder cette question en disant qu'il n'y a pas de problème bamileke au Cameroun. C'est un problème qui est réel parce que dans la mesure où tous ceux qui l'ont évoqué, une figure comme Achille Bembe qui l'évoque, on ne peut pas mettre en doute ce que dit Achille Bembe. C'est évident. C'est évident depuis la période coloniale parce que il faut voir qu'il y a un construit du problème de la question bamileke au Cameroun à partir de Lamberton qui dit que le Cameroun accède à l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Ce sont les bamileke. Il le dit clairement. Alors, tous ceux qui vont donc suivre dans la foulée, du point de vue politique, sera être de travailler effectivement à considérer que le bamileke est une menace. Parce que il faut bien voir que c'est la raison pour laquelle le pouvoir politique au Cameroun n'a pas forcément toujours confié un certain type de responsabilité aux originaires de l'ouest du Cameroun. Même sous Aïdjo, pour commencer par lui, a d'abord utilisé les gens, les ressortissants de l'ouest pour en réalité réprimer leurs propres frères. Lorsque vous avez eu Enoch Koyer, vous avez eu d'autres figures qui ont travaillé d'abord simplement, le nom m'échappe, il y a quelqu'un qui
il me reviendra, Samuel Kamé, qui vont travailler dans la répression d'abord. Donc c'est à cela qu'ils ont été utilisés. Mais vous avez des postes, des responsabilités qu'on n'a jamais confiées à nos frères de l'Ouest. Et cela se poursuit même dans le régime actuel. Et donc, la logique a été de se méfier du Bamileke et même à la limite de le contenir dans l'espace économique en disant voilà, ils doivent faire des affaires, ils ont des capacités pour, mais en ce qui concerne le politique, il ne faut pas leur donner plus d'espoir que ça. Donc, c'est un problème réel. Achille Bébé le dit, c'est un historien de talent, c'est un historien qui a travaillé sur cette question plutôt du côté des bassins dans le maquis, dans le pays bassin, mais qui connaît très bien, qui a une large vue de cette question-là. Et même Mongo Betty également a beaucoup travaillé, a souvent eu la polémique sur Monseigneur Docmont, avec cette lettre des prêtres du diocèse de Douala, qui remonte à 87, où on a attribué à Monseigneur Docmont des déclarations, en tout cas pas des déclarations, mais en réalité tout un programme qui viserait à installer le Bamileke comme la puissance hégémonique du Cameroun. Mais vous vous rendez compte, depuis 87, cette affaire a essaimé la société camerounaise. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vrai. Parce que Monseigneur Docmont a même répondu en disant c'est faux dans les éditions, dans la revue de Mongo Betty, Peuple Noir. Mais pas grand monde, en dehors de quelques personnes bien informées. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens, beaucoup considèrent que Monseigneur Docmont était un théoricien de la suprématie des Bamileke au camp.